Bonjour à tous et bienvenue à ce dialogue d'experts, sur l'efficacité énergétique dans le secteur de la santé. Cet événement fait partie d'une série de webinaires organisés par le Programme pour l'efficacité énergétique des bâtiments, le PIB, sur le passage à l'échelle, des bâtiments durables dans le secteur dans les secteurs clés, y compris celui de la santé. Je suis, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour animer cette discussion. Je m'appelle Jérémy Bourgault. Je suis basé au siège de l'AFD à Paris. Il fait, très beau et surtout déjà très chaud, aujourd'hui. Et je fais partie du secrétariat du PIB, le programme donc pour l'efficacité énergétique des bâtiments, qui est une initiative franco-allemande mise en œuvre conjointement par la GIZ, l'AFD et l'ADEME depuis 2016. Alors notre sujet aujourd'hui, ce sont nos infrastructures de santé qui sont de grands consommateurs d'énergie, notamment pour garantir le confort thermique des patients et la continuité des chaînes de froid pour les vaccins et les médicaments notamment. Les solutions techniques pour une conception plus efficace en ressources existent. Elles permettent à la fois d'accroître la sécurité énergétique et la résilience climatique des populations, en particulier en climat chaud, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de fonctionnement. Cet événement va présenter le travail du ministère de la Santé tunisien et de l'Agence nationale tunisienne de la maîtrise de l'énergie, l'ANME, appuyé par le PIB pour rehausser la performance énergétique et environnementale du parc sanitaire tunisien. Nous demanderons à nos intervenants quels sont les leviers et les enjeux d'une transition à grande échelle du secteur de la santé vers des bâtiments plus économes, bas carbone et résilients au changement climatique. Alors nous avons un agenda relativement serré pour cet événement, donc je vais vous proposer de garder les questions pour la fin lors de notre discussion. Bien sûr, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, nous pourrons les transmettre aux intervenants. Pour ouvrir ce dialogue d'experts, nous avons l'honneur d'accueillir Elena Villalobos-Prats, responsable technique pour la thématique santé et changement climatique à l'Organisation mondiale de la santé. Elle est titulaire de 3 masters en développement international, en égalité des genres et en santé publique. Elle dispose d'une longue expérience au sein de l'OMS ainsi qu'en Asie et en Amérique du Sud. Madame Villalobos-Prats, je vous laisse la parole. Et merci beaucoup d'abord pour l'invitation à l'OMS à participer à cet événement. J'ai quelques diapositives simplement pour essayer de présenter comment tout le travail que vous êtes en train de promouvoir est aussi en train de nous aider à l'OMS et au secteur santé avec tous les processus politiques qui viennent depuis la COP26. L'année dernière, on a travaillé très proche avec l'Angleterre comme président de la COP. Et c'était la première fois qu'un pays, un président de la COP, a promu un programme formel de santé. Et il y avait 4 initiatives dans ce programme santé et 2 sont liées au système de santé. Un, par rapport au système résistant au changement climatique, y compris la chaleur, et aussi une initiative pour promouvoir que tous les pays s'engagent pour promouvoir des systèmes de santé durables et sobres en carbone. Aujourd'hui, il y a 58 pays qui sont déjà engagés à ces initiatives. Et maintenant, ils vont avoir besoin d'aide financière, technique pour mettre en œuvre ces engagements. Et ce que vous pouvez voir dans cette diapositive, c'est les engagements des pays. Dans les 2 initiatives liées au système de santé résilient au changement climatique, mais aussi sobre en carbone, les 3 dernières sont plutôt liées à ça que vous venez d'exprimer et à toutes les initiatives que, par exemple, la Tunisie est en train de promouvoir par rapport à des interventions pour réduire et pour améliorer l'efficience énergétique. Et ça, c'est les outils que l'OMS est en train de promouvoir au niveau pays. Et comme vous voyez là, l'énergie, c'est un des composants clés pour tout le travail qu'on a fait avec les établissements de santé et les systèmes de santé en général. Donc, on est très intéressé pour le travail que vous êtes en train de faire, de développer aussi des exemples au niveau pays, parce qu'on croit que ça peut servir aux autres pays qui vont promouvoir des choses similaires. Donc, ça, c'est tout pour moi.
Et merci une fois et félicitations à la Tunisie pour le travail qu'ils sont en train de faire. Merci beaucoup, Madame Villalobos-Prat, pour ces mots d'encouragement et ce rappel du contexte. Je vous propose maintenant de passer à une présentation du travail mené par le gouvernement tunisien et l'ANME. Et nous accueillons pour cela Madame Amira Gader Jaziri, architecte en chef du ministère de la Santé tunisien. Elle dispose de plus de 10 ans d'expérience au sein du gouvernement et est membre de l'Ordre des architectes de Tunisie. Nous écouterons ensuite Madame Nafti, Madame Rim Nafti, coordinatrice nationale du PIB pour la GIZ en Tunisie et expert technique pour le Tunisia Green Cooling Programme. Madame Gader Jaziri, je vous laisse la parole en premier. Juste peut-être merci beaucoup Jérémy pour cette introduction et merci à Elena également. Donc tout d'abord, peut-être je vais commencer par remercier l'Agence nationale de la maîtrise de l'énergie pour cette initiative ici présente, ainsi que le ministère de la Santé qui était vraiment motivé à développer un guide. Nos experts également, donc c'est Najib Krit qui est là présent, c'est Mohamed Ali El-Rini ainsi que c'est Mahdi Krit. C'est un travail collaboratif qui a été réalisé, donc suivant une approche participative de la part de l'ensemble, donc que ce soit du ministère de l'Équipement, du ministère de la Santé, donc à savoir donc un grand merci à Si Ahmed Ben Othman, un grand merci à Siran Izrari, un grand merci à Simounir Bahri qui est aussi notre consultant d'appui technique en termes de bâtiments. Un grand merci à Madame Badri, à voilà, Mira et à tous les autres qui ont contribué pour ce travail collaboratif qui a aujourd'hui son fruit. Et je dirais également qu'il sera la base pour les nouvelles constructions des hôpitaux ici en Tunisie, donc dont Amira va parler ultérieurement. Donc peut-être juste voilà, pour introduire le contexte. Donc rapidement, donc notre présentation, donc nous allons présenter le contexte national, un aperçu du patrimoine de la santé. Donc le guide qui sera présenté brièvement par Amira, les différents projets qui sont en cours d'étude ou de construction, et des exemples concrets de projets qui seront à réaliser dans le futur. Voilà. Donc, comme vous le savez, déjà la Tunisie, elle a mis en place une stratégie nationale de transition énergétique à l'horizon de 2030 qui vise à la fois donc, de porter à 30% la part des énergies renouvelables, de baisser la demande en énergie primaire de 30% et de diminuer son intensité carbone de 41% donc d'ici 2030. Donc, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, elle a pour rôle de concrétiser ses objectifs de transition et à respecter ses engagements climatiques à travers, bien sûr, plusieurs axes d'intervention et programmes, à la fois donc sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique. Et là, nous venons en tant qu'appui, c'est-à-dire le projet PIB dans le secteur du bâtiment vient appuyer donc les efforts de l'ANME dans la concrétisation de ces objectifs. Juste pour vous donner un petit aperçu, donc ayant réalisé déjà la cartographie du secteur du bâtiment en sa globalité avec d'autres bailleurs, donc la partie, je dirais donc aujourd'hui, donc le bâtiment représente 40% de la consommation totale d'énergie. Dans 5% de cette représentation, elle est représentée par le secteur de la santé, avec un arsenal bien sûr qui se retrouve de 5342 établissements, à la fois publics et privés, avec une surface globale de 759 000 m² et une capacité d'accueil de 5 600 lits et une intensité énergétique globale de 464 kWh par mètre carré par année. Donc, on voit très bien que le potentiel de réduction de la consommation énergétique, dont mes collègues ici présents, Sinajib et Mohamed Ali El-Rini, nous en parleront plus en détail de la partie architecturale et les mesures d'efficacité énergétique qui devront mises en place dans un hôpital. Voilà, donc je cède la parole à ma collègue donc Amira Gader du ministère de la Santé pour nous donner sa vision. Merci à vous, Rim. Alors, j'ajoute quelque chose. En fait, on a intitulé notre présentation « Les hôpitaux soignent leur énergie ». On l'espère bien. En fait, on va commencer par le guide de maîtrise de l'énergie pour les bâtiments de santé en Tunisie qu'on avait fait, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et de l'introduction des techniques d'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. C'est un guide qui a été développé en coopération avec le programme pour l'efficacité énergétique dans les bâtiments BIP et mise en œuvre par la coopération internationale de la GIZ, dont je remercie infiniment Mme Rim, et l'Agence française de développement AFD dans le secteur de la santé. Axé dans un plan stratégique de l'ANME, bien sûr,
pour couvrir le secteur des bâtiments à usage hospitalier. Et ce, pour atteindre les objectifs stratégiques de la Tunisie en termes de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments tertiaires et la réduction de gaz à effet de serre. Donc, en fait, ce guide, il va révéler plusieurs défis, tant qu'il soit un modèle pour les concepteurs maîtres d'œuvre, c'est-à-dire les architectes, les ingénieurs, etc. Et pour la maîtrise d'ouvrage, justement, pour nous, en tant que maîtres d'ouvrage, les ministères, les directions des bâtiments dans le secteur de la santé. Et bien sûr, tous les professionnels de la santé, y compris les établissements de santé, etc. Bon, ce guide a justement, il a évoqué deux parties. Donc, la première partie, c'est la démarche conceptuelle, c'est-à-dire qui sera développée un peu plus avec Synergie. C'est un concept pour justement qui fait des liens entre l'architecture thermique de l'enveloppe en explorant d'une manière assez exhaustive ces rapports, les différentes technologies de l'enveloppe qui sont disponibles et les matériaux utilisés, les recommandations et les critères perspectives, c'est-à-dire la synthèse, relatifs aux éléments de l'enveloppe et la simulation, bien sûr, énergétique du bâtiment. La deuxième partie, ça sera animé par Si Mohamed Lasselek, les installations techniques dans le bâtiment hospitalier, notamment, c'est-à-dire le chauffage, l'éclairage, les climatisations, les installations techniques, les équipements, etc. Donc, juste, je vais vous proposer les différents projets en cours d'étude ou de construction à notre niveau au ministère de la Santé. Il y en a plusieurs, en fait, 44 projets, au total d'une enveloppe de plus que même 2400 milliards de dinars et qui sont financés par plusieurs financeurs, plusieurs pays de fonds, à savoir l'AFD, la Banque islamique de développement, l'État italien, le fonds koweïtien, le fonds saoudien, etc. Et je cite à titre d'exemple les différentes constructions, ce sont des constructions type B, dire type B, c'est-à-dire sans lit. Pardon? Donc, plusieurs hôpitaux type B, c'est-à-dire ce sont des hôpitaux de type régional, à savoir un maximum de 100 lits, à Makthara, Ghardimeh, Hafouz, Qirwen. Et puis, il y a aussi deux hôpitaux qui sont financés par l'Agence française de développement, à savoir l'hôpital régional, l'hôpital de Garça et l'hôpital de Sidi Bouzid, type A, c'est-à-dire un hôpital plurifonctionnel qui a plusieurs activités et qui sont financés par l'ARD. Un dernier aussi qui est un hôpital polyfonctionnel à Kerouan. Il y a aussi des mises à niveau de services hospitaliers, plusieurs services, que ce soit au niveau du nord au sud, c'est-à-dire l'Arab, ici, le Grand Tunis, Mogislim, la Marsa, Zarzis, Sfax, Benarous, etc. Et surtout, la mise à niveau de 17 urgences avec une enveloppe de 5 millions de dinars koweïtiens. Donc, cette panoplie, cette différence de plusieurs constructions, on aimerait bien comment faire identifier justement l'efficacité énergétique dans les nouvelles constructions. Mais ça, je passe. Juste en termes d'exemple, si vous permettez, ce sont des projets exemples au niveau d'études. C'est pour la première fois que je fais ces photos qui sont maintenant en cours d'études. C'est l'hôpital de type B de Tela. Et on a fait, bien sûr, on a essayé avec les concepteurs. Ça, c'est Delmeni. Et ça, c'est donc Jam, type B aussi. Ça, c'est Kerouan, c'est le polyfonctionnel type A à Kerouan. Et le tout dernier, c'est l'hôpital Sbiba, type B, bien sûr, avec son lit.
Justement, on a essayé avec tous ces hôpitaux, on a essayé de demander aux différents concepteurs, notamment les architectes, de travailler avec plusieurs solutions techniques, de mettre en œuvre en termes d'utilisation de matériaux locaux, d'orientation et toute autre procédure. La question qui se pose, c'est la notion durabilité de l'hôpital, l'orientation, l'utilisation des matériaux locaux tels que l'hôpital d'El Jam, c'était notre souci. Et d'ailleurs, juste, je voudrais ajouter 2 petits mots pour ne pas basculer un peu nos confrères. Juste pour les procédures maintenant de sélection des concepteurs, on exige à ce que les concepteurs, architectes ou ingénieurs, ils aient une vision dans leur perception, dans leur conception, une vision durabilité du projet. Voilà, je vous remercie. Je cède la parole à Si Mohamed. Merci bien. Je pense, Jérémy. Merci beaucoup. On a terminé la première partie de la présentation. Non, merci, merci Madame Nafti, merci Madame Ghadar Jaziri pour cette introduction, et je vous propose de poursuivre directement avec le retour d'expérience des experts techniques du bureau ACELEC qui ont travaillé sur l'élaboration de ce guide. Je vais donner peut-être la parole en premier à Monsieur Mohamed Ali Rigni, ingénieur énergéticien accrédité par le gouvernement tunisien, disposant de près de 30 années d'expérience dans le bureau d'ingénieurs ACELEC et spécialisé notamment en audit énergétique dans l'industrie et le secteur tertiaire. Je donnerai ensuite la parole à Monsieur Nejib Krid, architecte formé à la Sorbonne et à l'École des Beaux-Arts de Paris, qui dispose aussi d'une vaste expérience dans la conception de projets de rénovation et d'extension d'hôpitaux, à la fois en Tunisie et à l'étranger. La parole est à vous. D'accord. Donc, merci pour tout le monde. Tout d'abord, je dois remercier tous les organismes qui ont contribué à la réalisation de ce projet, GIZ, AFD, ANME, Ministère de la Santé publique, Ministère de l'Équipement, et particulièrement Madame Rim Nafti de la GIZ, Monsieur Mounir Bahri, consultant GIZ, Madame Amira Gader et Monsieur Ramiz Ghari du ministère de la Santé publique, Monsieur Fathi El-Hanchi, directeur général de l'ANME, et Monsieur Samir Amara, chef de projet guide de bâtiment santé. Donc, sans oublier aussi Monsieur Ahmed Ben Othman, le directeur du ministère de l'Équipement. Donc, durant cet exposé, nous allons présenter les principaux axes pour obtenir un hôpital durable, moins de consommation d'énergie et moins des émissions de gaz à effet de serre. Le concepteur doit intégrer les binômes experts énergétiques, architectes et ingénieurs experts dès la phase programmation. Deuxièmement, l'enveloppe du bâtiment doit être conçue selon le modèle de l'éco-construction et le HQI. Les lots techniques doivent être efficaces en énergie. Il faut prévoir aussi un système de management de l'énergie du bâtiment, recours aux énergies renouvelables pour la production d'électricité et de la chaleur. Donc, maintenant, je passe la parole à M. Nejib Krid pour développer le secteur de l'enveloppe du bâtiment. Vas-y, à vous la parole, c'est Nejib. Bien, pour ne pas être lent, merci beaucoup. Je vais vous présenter donc un exemple que je l'ai réalisé qui est pratiquement à l'achèvement des travaux. On est arrivé à peu près à 95%. Il nous reste légèrement pour le fignoler et on va essayer de l'ouvrir d'ici quelque peu de temps. À travers cet exemple, je vais vous le commenter brièvement. Comment, à partir de la voie principale que reliant... Monsieur Krib, je crois qu'on ne voit pas la présentation. Est-ce que vous pouvez essayer de la projeter? Partage. Oui. Qu'à partager? Partager, normalement. انزل عليها. Très bien. Là, c'est bon? Voilà, parfait. On vous voit tous les deux. On voit l'écran et la salle. Très bien. Exact, très bien. Et Jérémy, est-ce que vous voyez aussi le curseur? Parce que c'est Najib, il va vous expliquer le plan. Alors non, je ne pense pas qu'on puisse voir le curseur. Ah oui, le voilà. Oui.
Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas, vous m'avez entendu ou bien je recommence? On vous a entendu, oui, reprenez s'il vous plaît. Merci. Donc, notre hôpital, comme je vous ai dit, donc, il est sur le pied d'achèvement. Nous sommes arrivés à peu près à 95%. Et c'est juste brièvement vous expliquer comment on a conçu cet hôpital qui rentrera en vigueur comme exemple dans les hôpitaux plus durables. Donc, notre hôpital, c'est l'entrée principale par un grand parvis et aussi une contre-voie que j'ai mis. Donc, tous les visiteurs sont en dehors de mon hôpital, comme vous le voyez. L'entrée principale à travers un parvis qui donne directement à la réception hospitalière. Donc, de part et d'autre, je vois une entrée pour les urgences. Vous voyez? Donc, on rentre directement à l'urgence. Et une autre, c'est pour les visiteurs. Donc, quand j'ai fait une petite voie de 5 mètres, que le passager, le visiteur, il ne doit pas s'arrêter à l'intérieur. Donc, il dépose le malade et il sort. Soit il s'égare à côté, ou bien il doit sortir carrément pour rester en dehors de l'enceinte de l'hôpital. Parce que ce flux-là, ça embête, qu'on a vu donc des exemples concrets à Tunis même, ça embête énormément la congestion de l'hôpital. Et donc, à travers le parvis principal, donc il donne directement à la réception hospitalière au niveau de l'inscription, le paiement et tout là. Donc, à gauche, c'est les services de radiologie qui est attenant avec le service des urgences. Comme vous voyez aussi en face, j'ai aussi localisé un aéroport. Cet aéroport qui permettra le transport des malades d'urgence vers le service des urgences. Donc, notre hôpital est conçu en T. En T, c'est-à-dire en deux galeries assez larges, une galerie donc froide et une galerie chaude. Donc, à travers cette galerie froide, c'est pour, à travers la réception hospitalière, il y a le service de la radiologie qui est accolé avec les services des urgences. À droite, les laboratoires. Et en dernier lieu, donc, on trouve la consultation externe. La consultation externe, donc, elle est reliée avec cet axe, comme je vous l'appelle, froid, pour alimenter à la fois les laboratoires, les services de radiologie et éventuellement les urgences. Tout ça, c'est la médecine quotidienne. À travers donc l'axe horizontal, c'est l'axe froid qui alimente donc l'hospitalisation qui est en couleur vert. En face, il y a le service de réanimation qui est collé directement avec les services des urgences, aussi la réanimation, aussi le bloc opératoire. À côté, il y a le service de la pharmacie, c'est le bloc où il y a la livraison de pharmacie générale, externe. À côté, il y a le restaurant. Donc, de l'autre côté, on a aussi inséré l'hôpital de jour, qui est sincèrement avec un accès indépendant de l'extérieur et qui est collé directement avec la consultation externe. D'autant plus, j'ai aussi réservé un accès aussi en priorité pour le service de la maternité, qui est collé avec un bloc obstétrique qui donne directement avec le bloc opératoire. Vous voyez, donc il y a chez nous, donc, sincèrement, différent un tout petit peu par rapport aux pays développés. La circulation sale, comme vous voyez, c'est lié avec le bloc opératoire. Donc, il y a dès l'entrée, l'inscription du malade, les vestiaires, et après, donc, on trouve le bloc opératoire où il y a 6 salles d'opération en tout. Comme je vous dis, dans notre exemple aussi,
on a essayé aussi de se référer un peu à l'architecture typique de la région. C'est-à-dire, on a utilisé le caractère architectural de la ruine, qui est juste en face, utiliser aussi des claustras du pays, vous voyez. Donc, on a utilisé aussi des patios, et tout ça, donc, c'est pour arriver à réussir à se conformer au terme HQE, c'est la haute environnementale donc, de qualification, c'est le HQE, où il y a donc, en premier lieu, il y a l'environnement immédiat, où on trouve, comme je vous ai expliqué, le site archéologique, il y a l'expression architecturale harmonieuse, utilisation des matériaux donc, locaux. Aussi, comme vous voyez, il y a les patios, hein, comme vous le voyez, donc, les patios. Deuxièmement, donc, on a utilisé des produits aussi locaux. Ces produits, j'ai choisi pour les ouvertures, c'est le PVC avec double vitrage. Pour les enduits, j'ai utilisé du plâtre. Aussi, ça, c'est à l'intérieur. Comme à l'extérieur, j'ai utilisé l'enduit monocouche, et qui c'est un produit qui ne nécessite pas un entretien et aussi qui s'intègre dans la région. On a utilisé aussi l'isolation. Donc, il y a l'isolation des murs de polystyrène expansé. Et tout ça, donc, c'est avec l'utilisation du vitrage pour les fenêtres. Troisième chapitre qu'on trouve, on a respecté aussi le chantier qui est à faible nuisance. En premier lieu, on a donné l'ordre à l'entreprise de commencer par la clôture pour deux raisons. La première, c'est pour préserver l'enceinte foncière de l'hôpital. Et deuxièmement, pour éviter tout risque des passagers. Donc, dès le premier jour, on a commencé par la clôture. On a aussi ordonné à l'entreprise d'utiliser l'arrosage sans arrêt, et c'est là pour diminuer les nuisances de poussière. En quatrième chapitre, on arrive à la gestion de l'énergie, qu'on va l'expliquer tout à l'heure à travers Si Mohamed, pour l'hélotechnique, sans oublier donc le LED qu'on a fait utiliser à tout l'hôpital, aussi bien de l'extérieur vers l'intérieur, les photovoltaïques, l'éclairage naturel. On a essayé de faire des patios qui jouent donc double rôle. Le premier rôle, c'est pour faire rentrer de l'éclairage naturel, et deuxièmement, pour éviter le climat. Donc, c'est pour réduire énormément l'ensoleillement, parce qu'en Tunisie, et particulièrement à Svitla, ça chauffe énormément pendant l'été et ça refroidit énormément pendant l'hiver. Sincèrement, on a les deux saisons de rude chez nous. Et c'est là donc que j'ai tenu bon d'utiliser des matériaux dans ce sens pour respecter cette qualification, enfin pour éventuellement avoir le label qu'on le cherche souvent. Sans oublier, dans mon hôpital, comme vous le voyez, je l'ai utilisé en rez-de-chaussée. Et vous allez me dire pourquoi. J'ai évité les montes malades. Et ces montes malades, ils vont consommer énormément d'énergie, en premier lieu. Deuxièmement, le monte malade, il est efficace. Et il n'est pas aussi efficace pour nous, et surtout pour cette région, parce qu'il y a un manque d'entretien. Un manque d'entretien, parce que sincèrement, c'est une petite ville qui se trouve au nord-ouest, hein, et très très loin par rapport à Tunis de 400 km, à peu près 250 km à Sousse, et à peu près à 250 km à Sfax, les grandes villes. Donc, ils ont trouvé beaucoup de peine pour la maintenance. Cinquième donc, volet, on a essayé aussi d'utiliser la gestion de l'eau. On a aussi prévu des bâches pour l'arrosage, des patios et utilisés pour les entretiens.
Deuxième 6, donc on a réfléchi pour les déchets d'activité. Et c'est là, donc c'est ce qu'on appelle le DASRI, à travers le tirage et vers la poubelle. Septième chose, on a aussi pensé à les GTC, sincèrement. Donc c'est pour la climatisation et aussi pour l'éclairage. Tout ça, c'est commandé à travers la gestion, la GTC, qui est donc organisée par le service de maintenance de l'hôpital. Voilà. Donc, pour revenir, on a sincèrement, pour cet hôpital, on a obéi énormément pour des facteurs qui sont sensibles pour la construction et respecter comment rendre notre hôpital plus durable, efficace. Et Inch'Allah, il sera parmi nous exploité dans quelques mois, dans 3-4 mois au plus tard, si tout va bien. On l'espère. Merci beaucoup, Monsieur Krieg, pour cette présentation et ces exemples très concrets de mesures d'amélioration de la performance énergétique sur un hôpital en Tunisie. Et merci surtout à tous les 5 pour vos contributions qui illustrent la variété. Pardon. Jérémy, je ne sais pas s'il reste encore du temps parce que si Mohamed Ali Drin, il souhaite quand même rajouter pour la partie efficacité énergétique. Installation mécanique. Donc, est-ce qu'on a quand même combien de temps il nous reste? Si vous voulez, peut-être en 2 minutes, est-ce que c'est possible? On est un peu en retard sur notre emploi du temps. Complément pour les lots techniques, donc en termes de bonnes pratiques à adopter pour les hôpitaux. Donc, Oui, bien sûr, allez-y. Donc, pour les lots techniques, on a 5 principaux postes de consommation énergétique, le CBC, c'est-à-dire chauffage, ventilation, climatisation, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire, les appareils de levage et les services annexes tels que production de gaz médicaux, cuisine et buanderie. Donc, pour le poste CVC, il faut prévoir des points de consigne, température et humidité relatifs adaptés à l'activité, car l'enthalpie en kJ par kilogramme d'air dépend de ces 2 paramètres, non pas de la température seulement. La qualité de l'air doit être conforme aux normes et selon l'activité, pas trop d'air neuf. Recours au free cooling si le milieu extérieur le permet, récupérer les énergies fatales telles que sortie salle septique, sortie fumée chaudière. Donc, choisir une technologie à haute efficacité, à haute performance telle que EER et COP élevé, assurer la régulation des débits en fonction de la charge du local. Pour le poste d'éclairage, tout simplement, il y a 3 points, c'est-à-dire il faut adopter la technologie LED. Il faut se conformer souvent les normes, c'est-à-dire un éclairement adapté à chaque activité. Et il faut prévoir la régulation du temps de fonctionnement et en fonction des heures de la journée et de la semaine. Pour la production d'eau chaude sanitaire, donc il faut de préférence installer un générateur individuel non lié au chauffage central. Recours aux solaires thermiques, récupérer la chaleur issue des groupes d'eau glacée et des compresseurs d'air. Pour les appareils de levage, choisir, il faut bien dimensionner dès le début, selon le trafic journalier et hebdomadaire, choisir une motorisation à haute efficacité énergétique, choisir un bon type de manœuvre. Pour les services annexes, il faut de préférence les sous-traiter vers des extérieurs pour éviter la consommation. Pour la production d'électricité, il faut prévoir le photovoltaïque. Pour la production de chaleur, prévoir le solaire thermique. Pour la production simultanée de la chaleur, de l'électricité et du froid, prévoir la térigénération et bien aussi bien le biomasse. Merci pour votre attention. C'est bon d'aller. Merci. Merci beaucoup, c'était une présentation très efficace. Donc merci à tous pour ces premières contributions qui donnent vraiment qui exemplifient vraiment la variété d'acteurs et de niveaux d'action pour améliorer la performance énergétique dans le secteur sanitaire. Je propose de passer maintenant à la deuxième partie de cet échange pour laquelle nous accueillons également Nicolas Valour. Nicolas Valour est chef de projet dans le secteur de la santé à l'Agence française de développement. Il est formé et expérimenté dans la direction d'hôpitaux et s'est spécialisé dans la construction et la rénovation d'établissements de santé.
Il œuvre au quotidien pour une meilleure intégration des enjeux énergétiques et climatiques dans les projets financés par l'AFD. Donc nous aimerions démarrer cette discussion par une question à chacun d'entre vous. En essayant, on va essayer de faire parler tout le monde. La question est la suivante. Comment engager le secteur de la santé? Comment mieux engager le secteur de la santé dans la transition énergétique? C'est une question simple et j'imagine que la réponse est beaucoup plus complexe, mais Monsieur Valour, est-ce que vous voulez prendre la parole en premier pour essayer d'y répondre? Oui, merci Jérémy. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, comment engager le secteur de la santé dans la transition énergétique, c'est un enjeu majeur qui est partagé par tous, au moins autour de cette table virtuelle. Mais comment y parvenir? Alors, il y a à mon sens une triple dimension à appréhender, politique, technique et sanitaire. Et il convient par ailleurs d'identifier des freins à l'objectif d'engager le secteur de la santé dans la transition énergétique et de les lever. Donc je vais commencer par aborder la triple dimension à appréhender, hein. Une dimension politique. En premier lieu, il convient que les décideurs politiques soient convaincus de la pertinence de la démarche, ce qui se traduit par la mise en place de cadres juridiques promouvant les mesures s'inscrivant dans la transition énergétique et par l'élaboration de guides de bonnes pratiques à destination des professionnels du bâtiment. Donc une dimension politique, une dimension technique également. Il est nécessaire de faire en sorte que les professionnels du bâtiment soient en mesure de porter le sujet dans les projets qu'ils mènent. C'est la question de la capacité technique des professionnels du bâtiment à construire ou à réhabiliter des bâtiments en intégrant les mesures d'efficacité énergétique, ce qui a été vu auparavant. Et après, il y a une troisième dimension, à mon sens, qui est de faire le lien avec les professionnels de santé. Ce qui suppose un prérequis fondamental, c'est que la maîtrise d'ouvrage soit capable de jouer pleinement son rôle, qui est d'une part d'exprimer son besoin au moment de la conception du projet, et qui est d'autre part de pouvoir suivre les travaux et la mise en place des équipements. Derrière ces réflexions se posent 4 questions qui en réalité dépassent notre sujet du jour, mais qui sont fondamentales quand on aborde la question du renforcement des systèmes de santé. Il y a la question de l'autonomisation des formations sanitaires, savoir qui porte le projet immobilier. Est-ce que c'est le ministère ou l'hôpital lui-même? Si c'est l'hôpital, est-ce qu'il dispose des ressources humaines suffisantes pour suivre le projet de sa conception jusqu'à la mise en service du bâtiment? Et si c'est un ministère, de quel ministère s'agit-il? Santé, équipement, et comment les deux collaborent ensemble. Autre question de la démocratie sanitaire. La parole de l'usager et de sa famille est-elle prise en compte? Question de la qualité et de la sécurité des soins, puisque l'hôpital accueille des personnes vulnérables et que travailler sur le bâtiment, c'est aussi contribuer à améliorer la qualité et la sécurité des soins. Et puis autre question de l'attractivité et de la fidélisation du personnel hospitalier, puisqu'en offrant des conditions de travail agréables, eh bien, on favorise le maintien des professionnels de santé dans l'établissement. Donc voilà le schéma idéal qu'on voudrait toujours suivre, mais dans la réalité, on constate qu'il y a des obstacles que l'on doit identifier. Alors sans être exhaustif, on peut en identifier 3. D'une part, une appropriation politique qui reste à accomplir pour que le projet soit vraiment en capacité d'intégrer les soucis de performance énergétique. Il faut d'une part prendre le temps de faire des études poussées pour intégrer ces impératifs. Et puis, il est nécessaire d'intégrer ces impératifs le plus en amont possible du projet. C'est au moment de la conception qu'on peut réfléchir à ces questions-là et non pas en cours de projet. Une autre difficulté qu'on remarque de façon générale, c'est parfois la faiblesse des maîtrises d'ouvrage et parfois aussi, et c'est lié, une faible intégration dans la réflexion du point de vue des personnels médico-soignants. Donc il est important que la maîtrise d'ouvrage puisse intégrer la parole des soignants et puis se dote
en interne de ressources pour suivre les projets. Et puis ce qu'on constate aussi dans les projets, de façon générale, hein, encore une fois, c'est la faiblesse parfois des maîtrises d'œuvre et des entreprises. Donc il est important de promouvoir et de créer les conditions pour que les partenaires, hein, que sont les maîtrises d'œuvre et les entreprises, soient en pleine capacité de s'approprier ces sujets. Donc le chantier, on le voit, est immense, il est colossal, mais l'enjeu est également colossal. Donc il est vraiment impératif de travailler dans ce sens pour améliorer la performance énergétique des bâtiments pour, en premier lieu, et je le disais, le confort des patients. Je vous remercie. Un grand merci, Monsieur Valour, c'était très clair et très intéressant. Alors, je vois qu'il y a déjà plusieurs questions dans le chat et on a un peu de temps, assez peu de temps pour la discussion, donc je vous propose à ceux qui le souhaitent de simplement réagir aux questions directement dans la boîte de messagerie. Et je propose peut-être en parallèle à Madame Amira Gader-Jaziri de réagir du point de vue des autorités nationales, surtout sur cette question en général du passage à l'échelle de l'éco-construction, de la transition vers de la transition énergétique dans le secteur de la santé, mais aussi de rebondir peut-être sur les réflexions de Monsieur Valour sur voilà, la prise en compte aussi de la phase de maintenance et de suivi en fait de la performance du bâtiment au-delà des investissements au départ, lors de la construction. Oui. Bon. En fait, je vais peut-être justement pour la question qui est concernant la maintenance et CC Synergie, tout à l'heure, il en a parlé un tout petit peu. Vous avez tous qu'on a un problème justement au niveau de nos hôpitaux de la maintenance, mais avec les constructions nouvelles, on va essayer de rattraper ce problème à travers justement faire un planning dès le départ, comment faire l'exploitation, un manuel de procédure, des protocoles sanitaires bien précis. On a essayé avec justement concernant les constructions nouvelles, on a commencé avec l'accréditation en première ligne et on va accréditer tout, on va terminer avec l'accréditation concernant la deuxième et la troisième ligne. Mais en ce qui nous concerne, comme étant concepteur, maître d'ouvrage au ministère de la Santé, on a essayé de mettre des protocoles bien définis pour la maintenance, faire de sorte de manière à ce qu'il y ait un peu plus de recrutement par rapport aux services techniques. Surtout qu'on a essayé avec toutes les directions. Maintenant, à notre niveau, maintenant, on a essayé qu'il soit dans toutes les directions régionales de la santé un minimum d'un ingénieur et un architecte, justement, pour poursuivre la construction au départ et l'exploitation à un deuxième niveau. Voilà. Jérémy, peut-être je propose également, pour ceux qui ont posé des questions, peut-être de parler directement et comme ça, on va optimiser le temps pour répondre. Pour les blocs simples double circuit, en fait, pour circuit, je crois, il a posé la question si c'est les blocs opératoires. Bien évidemment, si c'est le circuit simple au monocircuit, on dit le monocircuit, c'est le monocircuit. Ici en Tunisie, donc double circuit. C'est un circuit sale et un circuit propre. Sauf pour, c'est ce que vous avez dit justement, c'est le double circuit. Juste pour répondre à cette question. On va commencer une première dans les hôpitaux, dans le réaménagement de l'hôpital de Sidi Bouzid. On va commencer à travailler avec le monocircuit
On a tout fait comme étant études, etc. On va essayer de faire de sorte des protocoles bien définis, faire peut-être des instructions bien définies dans l'exploitation, etc. Ben, on va le commencer avec Sidi Bouzid et on essaye de changer la mentalité, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est répondu à votre question déjà, Sertif. Impasse des contraintes. En fait, il parle de monocircuit, c'est-à-dire le fait, je pense, les contraintes pour la gestion de déchets. Voilà. Sinon, je suis en train également de regarder. Pour Delhi, là, je pense que tout établissement, il pourra mettre en place un système de management de l'énergie. Une ventilation. Système de management. Comment gérer la ventilation pour le bâtiment? Pour le bâtiment. Est-ce que c'est une ventilation naturelle ou mécanique? C'est une ventilation naturelle à 100%. C'est pour quel hôpital? L'exemple donné par Najib, c'est-à-dire l'hôpital de Sbit, là. C'est la question. Il a déjà répondu, c'est Najib, en fait. C'est l'aération naturelle. Justement, il a été dans l'efficacité énergétique de presque à 100%. Avec des patios d'aération et l'aération naturelle pratiquement à 100%. En fait, il y a aussi une autre personne qui a demandé l'impact de la certification HQE sur l'accréditation hospitalière. Moi, personnellement, j'ai essayé de vérifier tous les points relatifs à la HQE qu'on a demandé et j'espère à l'achèvement dans quelques mois, il sera passé vers obtenir le label, Inch'Allah. Donc, il sera classé en Tunisie. Est-ce qu'elle est liée avec l'accréditation de la HQE? C'est pas sûr. Je ne sais pas. Peut-être M. Valour, si vous pouvez répondre. Je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'idées par rapport à ça, mais est-ce que cette certification HQE, est-ce qu'elle est liée à l'accréditation? Est-ce qu'il y a une accréditation qui est derrière? Je pense que c'est ça la question de Anis Ben Brahim. J'en suis pas certain pour ce qui concerne la Tunisie. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il en est pour la Tunisie. Là, je suis. Merci. Oui. C'est Anis. Oui. Par rapport, par exemple, à la certification HAS en France, c'est une exigence? Oui, en fait, c'est un label, à ma connaissance, contrôlé par l'ADEME, mais je ne pourrais pas en avoir la certitude. Ok. Merci à tous et merci à tous les experts techniques. On voit qu'il y a quand même beaucoup de sujets techniques. On peut y passer beaucoup de temps et c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir une compréhension intégrée à tous les niveaux de la chaîne de valeur pour cette transition. Je propose peut-être pour conclure cette discussion de laisser Elena Villalobos-Prats réagir à cette question de quels sont les enjeux de la transition à un niveau macro, quels sont les enjeux de la transition des bâtiments, du secteur de la santé vers une meilleure efficacité énergétique des bâtiments. Madame Villalobos-Prats. Merci beaucoup. Je suis en train de réfléchir. Et je crois que oui, il faut agir à un niveau global pour nous et c'est très important de mettre en lien les différents secteurs responsables de cette transition. Et pour nous, c'est très important que le ministère de la Santé travaille à côté du ministère énergétique parce qu'on voit qu'au niveau pays, parfois, il y a des investissements au niveau secteur énergétique, mais ce n'est pas forcément visé au système de santé. Et pour nous, l'énergie, c'est quelque chose de nécessaire pour arriver à donner une qualité sanitaire. Sans énergie, c'est impossible. Et quelque chose que j'aimerais bien dire par rapport à ça, c'est qu'au début des
travaillé dans ce domaine-là, on croyait que les systèmes de santé ne seraient pas tout à fait ouverts à essayer de réduire leur empreinte carbone. Mais on a vu que plus ils travaillent à ce sujet, ils sont de plus en plus convaincus parce qu'ils voient qu'en fait, ça se traduit pour une base de ça qu'ils payent chaque mois dans la facture d'énergie. Donc, cet investissement se traduit à des économies à niveau santé aussi très importantes. Et merci beaucoup. Merci Madame Villalobos-Prats. Effectivement, oui, on se rend compte qu'il y a en fait beaucoup de synergie entre les enjeux de santé, de confort ou de même de sécurité énergétique et thermique de ces infrastructures qui sont essentielles et de l'action climatique qui est urgente à un niveau global. Merci à tous. L'heure tourne. Je vous propose maintenant de laisser encore la parole à Nora Steurer pour conclure cette discussion. Nora Steurer est chargée de mission au programme des Nations Unies pour l'environnement et elle représente aujourd'hui le secrétariat de l'Alliance mondiale pour les bâtiments et les constructions, la Global ABC. Madame Steurer, je vous laisse conclure. Merci beaucoup, Jérémy, et bonjour à tous. Un très, très grand merci à tous nos intervenants. Je trouve que ce webinaire, comment rendre nos hôpitaux plus durables, a été très, très perspicace. Et je vois aussi beaucoup d'intérêt dans le chat, ce qui est toujours un très, très bon signe. Donc, merci aussi pour toutes ces questions si intéressantes. Et ce que j'ai vu aujourd'hui dans ce webinaire, ce sont plusieurs points. Et peut-être je commence par quelque chose, je pense, ce qui a été très, très bien souligné, c'est le facteur humain et l'importance de ceci. Donc, d'un côté, de vraiment se rendre compte pour qui est-ce que nous construisons nos bâtiments. Donc, pour les hôpitaux, évidemment, c'est pour les patients et c'est pour les personnes qui nous soignent. Donc, évidemment, c'est très, très important de leur donner la parole et de trouver une manière de bien les intégrer. Donc, je pense que ce point a été très, très bien souligné. Donc, merci pour ceci. Un autre point très fort, c'était vraiment l'importance d'une collaboration par la chaîne de valeur des bâtiments et nous savons tous que ce secteur est un des secteurs les plus fragmentés que nous connaissons. Donc, nous avons vu ici que le succès de cette initiative, de ces projets, c'est aussi parce qu'on travaille ensemble entre les ministères, entre les maîtres d'œuvre, entre les architectes, entre les ingénieurs et encore avec les soignants. Donc, je pense que ceci est aussi un exemple à prendre pour des autres initiatives, des autres projets. On a vu l'importance de cadre juridique et l'importance que les marchés publics vont en avance avec les bâtiments publics. Et on a aussi vu l'importance d'une innovation qui est vraiment adaptée à la situation locale, surtout aussi avec les matériaux locaux, avec une conception, par exemple, avec une aération naturelle, ce qui a été mis en œuvre avec ces hôpitaux. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir si bien souligné ces points. Je trouve c'est aussi un très bon, il y a des très bons liens avec le travail de l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction. Pour nous, on cherche toujours des points forts, des leçons, des initiatives et des projets de nos partenaires. Ici, on va plusieurs. On va cette année aussi lancer notre 6e bilan mondial juste avant la COP27. Et ce bilan a comme focus matériaux, le thème est matériaux. Donc, je vous invite aussi de nous raconter et de souligner vraiment ce projet à Tunisie. Je trouve que c'est un exemple très, très fort.
Et aussi, on va vraiment, plusieurs points qu'on a soulignés dans nos feuilles de route régionaux, par exemple les matériaux, mais aussi la résilience. La résilience n'a pas peut-être été mentionnée en termes de mots résilience, mais on a très bien vu que les thèmes de chauffage, de refroidissement, d'aération, tout ça, ce sont des thèmes de résilience. Donc, encore une fois, ça c'est aussi un point très important pour nos feuilles de route. Donc, merci beaucoup. Je pense que les prochaines étapes, c'est peut-être de vraiment prendre ces points, tout ce qu'on a appris à l'échelle dans le pays et dans la région aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de vous et de vos projets. Donc, je vous remercie vraiment. Je remercie le PIB et l'AFD, la GIZ et de tous les experts ici, les ministères présents, les universités, donc Madame Gader Jaziri, Monsieur Mohamed Regini, Madame Nafti, Monsieur Creed, Monsieur Valour et Madame et Jérémy, évidemment. Donc, je passe encore la parole à Jérémy et encore une fois, j'ai trouvé ces webinaires extrêmement perspicaces. Merci. Merci beaucoup Nora, merci pour cette synthèse très enthousiaste et ces mots d'encouragement. Je pense qu'effectivement ce travail en Tunisie est un cas d'école qui est très encourageant et je pense qu'il est particulièrement pertinent effectivement en préparation de cette COP qui aura lieu dans la région méditerranéenne. Un grand merci à tous nos experts intervenants de l'OMS, du ministère de la Santé tunisien, du bureau ACELEC, de l'AFD et de la GIZ. Je vous invite les intervenants à rester encore 2 minutes pour une petite photo de famille en fin de session. Et enfin, merci à tous pour votre participation et votre intérêt. Je vous invite à suivre les activités du PIB sur notre site et sur nos réseaux sociaux et on vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires. Merci à tous. Merci tout le monde. Merci.